Bon, là-bas, c'est Èze, avec sa rate. Là-bas, c'est Villefranche. Par là-bas, derrière l'arbre, c'est Nice avec son aéroport. Et je suis de retour au fort d'Arrevers. Donc à Céré-de-Rivière. Mais sa livraison était déjà obsolète. Par contre, à la Deuxième Guerre mondiale, c'était une prison pour les aviateurs anglais et américains. Donc voilà le fort en question. C'est quand même bien parce que les gens ils sont habillés en habits d'époque. Bon, allez, on va passer à la suite. Avec la petite Rosalie, donc la petite amie des tranchées surnommée en l'honneur des femmes et des aimés restés au pays. Donc j'ai une question pour vous par rapport à la tarte. Est-ce que vous savez à quoi ça servait précisément cette tarte? Oui. Des chasseurs. Oui. Ça sert à protéger les pieds en cas de froid. Enfin, c'est une pseudo-légende, mais bon. Qui est en partie réelle, exactement. En fait, quand il faisait très froid et qu'ils étaient en opération ou simplement en camp, ils avaient la possibilité de prendre leur tarte et de mettre leurs pieds pour réchauffer les articulations et pouvoir continuer à marcher. C'est un peu leur premier job. Donc l'utilité de la tarte était avant tout voilà, symbolique et d'une première utilité. Voilà, donc je vous laisse continuer la visite avec, Merci. Voilà, avec ma collègue. Très bonne visite. Merci à vous. Merci. On a passé le pont-levis. Donc là, on est dans le comité d'accueil. Donc il y a la meurtrière sur les côtés. Et même sur la porte. Oh, pardon. Ce fort a un deuxième nom, le fort d'Anselme. C'est pour ça que vous avez cette plaque. Et pourquoi On est d'entrée. Il y a la tablette régimentaire avec le nom de baptême secondaire. C'est le fort d'Arrevers, mais en fait, il y avait deux noms. Donc là, on est dans la casernement. Bon, évidemment, on va pas tout visiter. Mais... Bon, on va attendre que tout le monde sorte. Donc, on va passer devant d'autres casemates. Là, cuisine. Toujours la même architecture. En 1885, donc avec fin de construction du fort, nous n'avons pas encore d'électricité. La pitance. On est sur des chambrées qui sont quand même assez grands, comme vous voyez. En fait, ici, c'est un peu trompeur parce qu'on pense que c'est la cuisine. Mais en fait, en 1885, ça n'était pas du tout. La cuisine était au sous-sol. Donc là où on est passé, où il y a les barrières, il y avait la cuisine au sous-sol. Il y avait un système de monte-charge qui permettait aux soldats de récupérer leur victuailles. Et ils mangeaient dans leur chambrée. Voilà, il n'y a pas de réfectoire non plus. C'est pas du tout la norme dans les forts, il n'y avait pas d'espace. Parce qu'en fait, chaque espace est optimisé aussi, forcément, c'est de la construction de guerre, de défense, et on n'était pas non plus richissime, donc il fallait optimiser les espaces. Donc il faudra imaginer une chambrée dans laquelle il y avait des lits superposés où les hommes dormaient à 4. Donc c'était des lits de place espacés d'environ 70 cm chacun et ils dormaient à 4 dans un lit. Il y avait environ 40 à 50 soldats dans une seule chambrée. Donc ici, les bouches d'aération ont été fermées, mais dans les autres casemates, vous verrez des bouches d'aération qui sont toujours assez bien décorées, parce que forcément, 40 bonhommes qui dorment dans une pièce, il faut de l'aération quand même. Et ils mangeaient également dans leur chambrée avec des petites tablettes qui se relevaient au pied du lit, qui leur permettaient de s'asseoir. Il y avait 4 tabourets, voilà, et en fait, on mangeait comme ça. Ici, c'est une cuisine qu'on suppose être des années 30. Donc, forcément, le fort a eu une deuxième vie, même une troisième vie, il y en a eu plusieurs. Et cette période-là, en tout cas, a suivi des aménagements, notamment la montée de la cuisine du sous-sol vers cette chambrée. Donc, on va continuer. Et vous verrez dans les deux autres pièces, je vous laisserai faire des photos, mais bon, ça ne va peut-être pas trop parce qu'après j'ai beaucoup qui arrive derrière. Et vous allez voir au mur, il y a des fresques qui ont été réalisées par les soldats qui ont habité le fort de
1964, c'est la période où l'armée de l'air occupait le fort pendant que la BA 943 a été construite et en fait il y avait un système de radar qui était au Montagel et qui faisait très très froid et donc ils préféraient être au fort d'Arlevert et vu que c'était toujours à l'armée de l'air, ils occupaient cet espace jusqu'en 64 et puis quand Gardanne à la BA 943 en Républicain Martin a été terminée, ils ont tous été envoyés à Gardanne au bord de mer, c'est même plus sympa. Donc voilà, c'est pour ça que vous verrez des dessins un peu originaux, c'est de la vie des casernes qui date du coup de la deuxième moitié du XXe plutôt. Voilà, donc c'est un peu délicat parce que des fois il y a plein d'époques qui se superposent comme ça, là on est vraiment sur une construction 1882-1885. Après, on a une deuxième vie jusqu'en 1942 où on a des aviateurs britanniques qui vont être internés ici pendant l'été 42, mars à l'été 42. Et puis après, on a cette vie d'armée de l'air qui est plutôt une vie de caserne, assez simple, de situation de guerre et tout. Voilà, donc c'est plein de temps comme ça qui se superposent. Et du coup, vous en verrez plusieurs dans le fort, des fois. Des améliorations, des ajustements. Et on aura l'occasion de parler des améliorations qui ont été faites même dès la construction du fort, puisque le fort de l'Arlevert en 1885 a en fait été très vite obsolète. On aura, je vais vous expliquer pourquoi il a été obsolète et pourquoi finalement Cyril Rivière, malgré toute sa bonne volonté, le pauvre, c'était pas très efficace ce qu'il a fait. Voilà. Bah, c'est d'époque, c'est chambré. Il n'y a plus les lits, mais par contre, les fresques, elles sont restées. C'est magnifique. Bon, j'ai intérêt à me bouger parce qu'ils sont en train de partir. Hop, je prends vite une photo. Bon, voilà une autre chambrée. Donc je pourrais pas prendre des photos, mais bon. Parce que là, ils sont en train de partir et... Oh, le guitare. Hop. Bon, c'est très richement décoré, c'est super. Très sympa, en habit d'époque. Voilà, là où c'est déployé. Allez, on va continuer la visite. On est dans le magasin à poudre. Une tenue d'artilleur. Je fais savoir que pour accéder au magasin de poudre, un simple soldat ou un simple garde n'avait tout simplement pas accès aux poudres. Vous imaginez qu'il y avait une certaine hiérarchie dans l'armée française, heureusement. Donc du coup, on prenait ça avec notre petit pantalon beige, notre petit gilet rouge. Et donc du coup, même avec ça, on ne pouvait toujours pas rentrer dans le magasin des poudres, tout simplement parce que déjà, je portais des bottes à clous. Donc du coup, vous imaginez que le clou étant du métal, en faisant une étincelle avec la poudre, derrière vous avez 85 tonnes, donc vous imaginez qu'une étincelle pourrait faire sauter littéralement le fort, puisque c'était la salle la plus dangereuse au final du fort, et notamment la plus sécurisée. On prendra énormément de sécurité, notamment sur cette porte, où vous aurez, bon, elles nous ont été volées, mais nous avions 3 serrures en béton. Vous avez 3 serrures en béton qui nous ont été volées, mais l'avantage du béton et du cuivre, et donc, cela ne fait pas d'étincelle quand on les frappe ensemble, tout simplement. Du coup, ici, vous avez les fameux clous en cuivre, les fameuses serrures en laiton qui ont été volées, et même à l'époque, il fallait savoir que même les clés devaient être faites de bois ou de cuivre. Sinon, on ne pouvait pas se permettre de venir faire la moindre étincelle. Le métal représentait tous les dangers. Alors maintenant que nous avons nos 3 clés et que nous avons notre demi-mission, est-ce que je peux rentrer? Toujours pas. Ah non. Parce que du coup, il me fallait des boutons en bois, ils sont en métal, bon, à la guerre comme à la guerre. Et vu que j'avais mes clous, je devais mettre soit mes sabots, ou comme chez les bonnes ménagères, mes patins, tout simplement. Donc du coup, maintenant, je vais vous laisser me suivre dans la salle des poudres, et nous allons vous mettre dans la même ambiance quand un soldat venait récupérer les poudres à l'époque. Je vous laisse me suivre. Donc sans électricité. Donc voilà dans les magasins à poudre. Voilà. Donc ici, bienvenue dans la salle des poudres. Donc ici, nous avons 18 mètres au sol sur ce système de large. Nous avons en hauteur de 4 mètres. Et bien avec ça, ce que veut faire l'État français, ils vont dire on va consolider tout ça.
on va mettre 1 mètre de maçonnerie, plus recouvrir avec 5 mètres de terre. Donc vous verrez en extérieur, vous verrez que l'endroit est complètement recouvert parce qu'il fallait éviter les bombardements, ou tout simplement qu'un obus d'artillerie vienne toucher la salle des poudres, puisque ici on stockait quand même 85 tonnes. Dans cette salle, nous avions justement des petites pièces qu'on appelle des pièces à poudre, qui sont faites en laiton, justement, qui permettaient de ne pas faire d'étincelles. Et on en avait à peu près 1500 qui étaient stockés dans cette pièce, ce qui représentait au final les fameux 85 tonnes de poudre. Et avec cette poudre, nous allons ici avoir des bancs de chaque côté. En fait, nous allons mettre un deuxième plancher, nous sortons des planches. Au-dessus, nous allons mettre des carboutes. En fait, c'est tout simplement des tissus. En fait, nous mettrions la poudre à l'intérieur. Et en fait, avant de mettre le boulet ou l'obus, c'est ce qui allait faire justement la détonation. C'est ce qui allait faire justement ce qui fait que l'obus allait partir à la détonation. Maintenant, les gens me disent oui, d'accord, mais quand on est rentré, on n'y voyait rien. Alors, les caisses, oui, il y en a 1500, vous êtes bien gentils, mais vous êtes pas de dire qu'ils voyaient à travers. Non, pas du tout. Les soldats avaient toujours soit un petit poudrier, soit un petit miroir. Bon, celui-là, je vais vous la pas. Mais ils allaient tout simplement capter la lumière des lanternes qui étaient protégées par 17 mm de verre, ce qui permettait justement aux lanternes de ne pas tomber à l'intérieur de la salle de foot. Et avec leur petit miroir, ils allaient justement éclairer chaque plaquette se trouve ici avec son petit numéro. Ils allaient ainsi retrouver la bonne pièce. Et justement, ça leur permet justement de s'y retrouver. Donc, en dessous, nous avons un vide sanitaire, ce qui permet justement à cette pièce, puisque autour, vous avez pu remarquer qu'il y avait énormément de couloirs qui permettaient justement, en cas d'explosion, de protéger. Nous avons énormément de courant d'air qui fait que cette pièce va rester à une température ambiante, qu'on soit en hiver comme en été. Parce que justement, il fallait éviter que s'il y avait trop d'humidité, les poudres n'étaient pas bonnes, donc les poudres étaient beaucoup plus lourdes, donc les poudres étaient à jeter. Donc 85 tonnes, c'est quand même énorme, on n'allait pas jeter autant de matériel. Et s'il faisait trop sec, ce n'était pas bon, puisque au final, la moindre étincelle pouvait tout faire exploser. On va faire un tour de l'extérieur. Très sympa en tout cas les animations. Majeur qui est l'invention de la mélinite par un certain Eugène Turpin. Et la mélinite, elle va venir en fait complètement bouleverser notre façon de faire la guerre. Et vous verrez si un jour vous venez dans la cité des forts que deviendra cet endroit, dans l'histoire des fortifications, c'est vraiment l'artillerie et la munition qui vont vraiment configurer l'architecture des forts. C'est pour se protéger d'une certaine artillerie, de la puissance du tir et de la façon dont le tir peut faire des dégâts qu'on va établir une architecture. Donc ici, c'était adapté pour des obus qui fonctionnaient avec la poudre noire, comme vous verrez tout à l'heure, le canon revolver. Mais en fait, la mélinite va bouleverser ça puisqu'elle crée des obus beaucoup plus destructeurs. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir percer la couche de terre et atteindre les structures du fort. Donc il va falloir surélever les plateformes. Donc en 1887, on commence à surélever un petit peu les plateformes de tir. Et en 1888-89, on creuse des abris pour pouvoir protéger l'artillerie des tirs éventuels qui du coup vont commencer à aller bien au-delà de 6 km. On verra également quand on sera sur les dessus du fort d'où en fait de quoi on se protège ici. Quand on a construit le fort, on ne se protège pas d'une invasion par la mer, pas du tout, on se protège d'une invasion par l'Italie. Notre ennemi à ce moment-là, en tout cas la tension, la menace vient bien d'Italie. On a un contexte qui est celui de la perte de l'Alsace-Moselle, de l'Alsace-Lorraine,
de l'Alsace-Lorraine en 1870. On a l'adhésion de l'Italie à la Triple Alliance qui aussi va contribuer à cette tension avec les Italiens. Et forcément, il y a un moment où on sent bien qu'il faut qu'on se défende le plus possible d'une invasion par les Crêtes. Pourquoi par les Crêtes? Parce qu'en fait, lorsque le comté de Nice est rattaché à la France, est annexé par la France en 1860, le duc de Savoie a négocié habilement de garder les terres de chasse, ces terres de chasse qui étaient sur les Crêtes que sont la Royale, la Vésubie, la Tinée. Et en fait, sans trop réfléchir, bon, ok, terre de chasse, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, quand l'alliance s'inverse et que les rôles sont bouleversés, ces terres de chasse deviennent en fait une vraie menace pour nous, puisqu'ils peuvent nous envahir par la montagne. Donc ici, les plateformes de tir sont tournées vers la montagne. On le verra quand vous êtes sur les dessus du fort, on avait une vue à 360 et toujours garder à l'esprit que ici, le fort, il n'y avait pas d'arbres du tout. Tous les arbres que vous voyez, ça a poussé, mais à l'origine, il fallait que ce soit le plus dégagé possible. C'était tondu à ras, il n'y avait pas une souche d'arbre et il n'y avait aucun arbre autour aussi. Alors là, on va sur la Caponnière. Donc c'est là où il y avait les communications optiques, plus les canons qui tiraient dans la fosse. Donc là, c'est des abris souterrains. Ah, d'accord. Je vais mettre pause parce que de toute façon, on n'avance pas. Allez-y, monsieur, n'ayez pas peur. C'est les cachots. Ouais, D'ailleurs, on va vous enfermer. On referme. les lecteurs optiques. C'est pas les cachots. Vous êtes ici dans une salle assez spéciale du fort. C'est le télégraphe optique. Salle du télégraphe optique. Alors, dans cette salle se reliait une équipe de 2 personnes. Il y avait une personne pour prendre les notes, une personne pour envoyer les messages, et ils se relayaient 24 heures sur 24. On avait ici un petit poêle pour se tenir chaud et un bureau. Mais du coup, qu'est-ce que ça court, un télégraphe optique? Regardez par les fenêtres. Derrière les fenêtres, on peut voir les forts voisins. Normalement, si vous regardez, vous devriez voir donc, le messager, la tête de chien et la Capfera qui allait même jusqu'à Capferrara. Ah oui, un montagel, c'est Magnifique, magnifique. C'est toujours l'armée. Oui. C'est vrai? Ah oui. En fait, on est monté, on pensait qu'on pouvait visiter, mais il y a des ici, et puis il y a un moment. Ils font des exercices. Alors il faut se mettre dans le contexte, on est en 1870 et c'est le début des télécommunications avec le télégraphe. Seulement en cas de guerre, on s'est dit que la première chose qu'on ferait avec le télégraphe, c'est de couper les fils. Donc on a mis en place cet ingénieux système qui est le télégraphe optique. Je vais vous montrer son fonctionnement. Attention, il fait noir. Alors cette cheminée qui servait au poêle servait aussi de puits de lumière. Sur le toit, on a un miroir qui renvoie la lumière sur un autre miroir qui était là, qui aujourd'hui a disparu, puis sur cette machine, ce petit miroir, puis ce petit miroir. La lumière rentrait là, vous pouvez voir le fonctionnement. Et via ce levier, on pouvait communiquer en morse avec l'ouvrage voisin. On voit rien, c'est pas grave. Bon. Après, c'était un peu fatigant comme système. Le télégraphe optique, il ne peut envoyer que 4 à 5 mots à la minute, contre 25 et 30 de l'électrique. Mais c'était une méthode imparable. On peut pas stopper la lumière. L'ennemi ne peut pas couper les communications. Mais du coup, en cas de mauvais temps ou de pluie, on utilisait cette lampe à pétrole. On l'a placée à l'intérieur. Là, on a une focale. Le verre dépasse par ici. Et du coup, le télégraphe optique peut marcher en tout temps.
Bon, bien sûr, les relais étaient plutôt rapides. Comme c'est très fatigant d'être à la lunette et d'observer le fort, ils relayaient toutes les 20 minutes, plus ou moins. Mais il fallait mettre des hommes de confiance. Il fallait que ce soit des gens qui savent lire, écrire et qui ne s'endorment pas. Non, il ne faut pas s'endormir. Oui, voilà, l'idée c'est de comprendre qu'il y avait d'autres moyens de communication déjà, mais en fait celui-ci était aussi inatteignable par les autres. En fait, le seul moyen de recevoir le message, si c'était pour la revers, pour ici, ce type de message, c'était d'être ici. Un autre fort ne pouvait pas l'intercepter. Le problème du télégraphe que vous verrez dans l'autre animation, c'est qu'en fait les messages étaient entendus par tout le monde. Et c'est le tout début de la radio, les prémices de la radio. Donc là, en fait, c'est vraiment du top secret de chez top secret. Après, bon voilà, il fallait qu'il fasse beau, sinon il y avait la lampe à pétrole. Et c'était aussi quelque chose de très très difficile physiquement, parce qu'en fait, il faut être tout le temps à l'écoute. Et hier, quelqu'un disait, mais si on rate le message, bah si on rate le message, on rate le message. Donc on réessaye, et réessayer encore jusqu'à ce que quelqu'un capte le message. Donc voilà, et quand quelqu'un avait capté, on a un message, la personne, le fort en face, lançait le message. Ouais, il fallait vraiment d'abord qu'il y ait la personne qui capte. Oui. Est-ce qu'ils utilisaient les pigeons voyageurs? Oui, tout à fait. C'est le troisième moyen de communication en 1885, c'est le pigeon voyageur. Il y avait trois moyens. Donc le télégraphe optique était quand même le plus fiable. Voilà. On pouvait envoyer dans la journée un message jusqu'à Paris, faisant relais fort par fort. Il y avait des relais fort par fort, donc c'était aussi très ingénieux. Alors celui-là, on a 4 Ferrat dans la ligne de mire, mais les messages pouvaient même aller jusqu'au Cap Camara, donc dans le Var, encore plus loin. Donc, c'est toutes les fortifications médiévales que peut-être vous connaissez. La caponnière depuis le XIIe siècle déjà. On était dans des systèmes qui étaient des canonnières, donc qui abritaient les canons. C'est devenu des caponnières. Je pense que c'est une déviation du langage, mais pas que certainement. Et ici, on avait un canon. En fait, dans le fort, ici, vous avez 3 caponnières. Donc il y a 3 pièces comme ça, qui sont aux 3 coins du fort, du coup. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a peut-être une faille. On pense qu'il manque une caponnière. En tout cas, quand ils ont construit, soit ils n'y ont pas pensé, le capitaine Rouget, l'architecte, n'y a pas pensé, soit il y a eu une contrainte technique pour ne pas la faire. Mais en tout cas, il y a une partie du fort qui n'est pas très bien flanquée, où les fossés sont accessibles et le fort peut être envahi par ce coin-là. Donc ça n'a pas été le cas de toute façon, mais l'idéal c'est d'avoir ce type de module sur tous les angles du fort, et il y en a une qui est une caponnière double, donc c'est celle qui est tout à l'ouest du fort, et qui peut abriter du coup 2 canons. Donc il y a 2 bouches comme celle-ci, donc là elle a été murée, mais en fait c'était bien ici était positionné un canon revolver, celui que vous allez voir quand on allait dans la cour centrale, et il y avait également des plateformes de tir. Ça c'est une originalité aussi, une spécificité de ce fort, on n'en trouve pas partout. Donc là ici vous aviez des ouvertures qui permettaient de tirer au fusil. Et là, vous avez des plateformes de tir avec 2 meurtrières encore au-dessus. Donc si les fossés étaient envahis, on était quand même encore en marge de se protéger et de repousser l'ennemi. Voilà, que vous dire de plus? Je pense que c'est déjà pas mal. Peut-être juste la poudre noire, il faut bien savoir que ça fait beaucoup de fumée. Donc un canon revolver, des fusils, les hommes, il fallait pouvoir respirer, donc tout est ouvert aussi pour ça, parce qu'il faut que l'air circule. Et là encore, même avec ces boucles d'aération, je pense que ça ne doit pas être très agréable. Donc voilà, on pourra peut-être après voir la caponnière double. Voilà, si on arrive à se faufiler entre 2 groupes, garder le circuit. Ça n'est pas resté très longtemps. Donc, pour les journées du patrimoine, on nous a demandé, le département nous a demandé de un peu agrémenter et d'animer un peu le fort, pour vous, justement, exceptionnellement. Et comme j'ai vu sur les plans qu'il y avait une infirmerie qui devait se trouver de l'autre côté du mur, juste derrière la pièce à côté, avec un poêle et tout, il devait y avoir des chambres avec des lits, une chambre avec des lits. Je me suis dit, tiens, je vais refaire l'infirmerie dans la pièce qu'ils me prêtent,
comme à l'époque, en 1885. Donc j'ai cherché les uniformes, les instruments que j'avais déjà quelques-uns. J'ai essayé de faire au mieux pour vous présenter ça aujourd'hui. Alors l'uniforme, j'ai mis si bon, vous trouvez cet uniforme d'origine. C'est un vrai uniforme. On appelle ça un dolman. Donc avec des brandebourgs magnifiques. Il avait une attente pour mettre la médaille, que j'ai à peu près retrouvé une médaille de 1870. Il a dû faire la guerre de Napoléon III de 1870. Regardez les coutures derrière, les sous-divises, on appelle ça. Hein. Les épaulettes dorées à l'orphéen, en canetilles or. Le pourpre pour rappeler le médecin. Si c'était noir, c'était le pharmacien. Si c'était bleu, c'était peut-être le chirurgien ou le vétérinaire. Je ne sais plus exactement. Le pantalon, à l'époque, j'y viens. Le pantalon de couleur rouge garance qu'ils ont gardé jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, d'où les hécatombes. Le képi, le même, d'où les hécatombes lors de la Première Guerre, parce qu'on était comme à l'époque de l'Empire. Hein. Là, c'est un peu l'habit comme Napoléon Ier, Napoléon III. On se retrouve comme ça jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1915. Et les chaussures, même l'époque, j'ai retrouvé. Un peu longues, je trouve. Mais c'est ma taille. Pourtant, je fais que du 41. Donc c'est un peu grand. Tout ça, même les moustaches. Attention. Il y a quelques temps, je l'ai fait pousser pour vous. Alors, c'est rigolo parce que cette tenue, je l'ai trouvée donc récemment. Et j'ai cette malle, là. Juste un peu quand on lise un peu ce qu'il y a marqué dessous. Cette malle, on me l'a offert il y a 1 an et demi, 2 ans. Un ami qui l'a trouvée à la poubelle. Alors, moi, j'habite à la Trinité, juste à côté. Et les Roux, docteur Roux, ils sont tous de la Trinité. J'étais à l'école avec les Roux, on les connaît, enfin bref, il y a plusieurs familles Roux. J'ai dit, je la garde, ça me plaît, parce que moi, l'histoire me plaît, c'est mon truc. Et puis, hier matin, je calcule, je suis en train de relire ce qu'il y a marqué devant. Docteur Roux, médecin, aide-major de première classe. Mais en fait, quand j'ai fait les recherches pour mon habit, c'était un aide-major de première classe, en fait. En fait, c'est la tenue qu'il devait porter dans l'armée quand il était dans l'armée en 1900, 1881, 1900. Incroyable. C'est le fait c'est que j'ai trouvé exactement la même. C'est impressionnant, quoi. Donc ça, c'est une petite aparté pour vous dire mon petit contentement d'hier. Il faut savoir que le service de santé militaire donc, existe à peu près depuis après la Révolution, donc l'Empire. Et Napoléon a fait beaucoup de guerres. Et il avait besoin, donc il y a beaucoup de blessés. Et il faut des gens pour soigner. Pas assez de médecins. Qu'est-ce qu'on fait? J'appelle monsieur qui est dans son pays, je ne sais pas, il habite dans l'arrière-pays. J'appelle monsieur qui habite vers Antibes, par exemple. Monsieur qui est dans une autre ville. Et puis, on leur attribue cet uniforme élégant, une épée de parade, et on leur dit, vous allez nous suivre, on paye une solde, très mal payée, mais vous nous suivez lors des guerres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être obligés d'opérer sur place, de parer au plus pressé. Un est rebouteux dans sa ville, c'est tout ce qu'il sait faire. L'autre, à Antibes, ne sait faire que des ligatures ou faire, mettons, accoucher les vaches du coin. On ne sait pas. Et ils se retrouvent à faire des opérations chirurgicales. Pour vraiment. Alors, ils en ont une trouille bleue. C'est-à-dire que tous les soldats ne peuvent pas les voir. Les officiers encore moins. Et les hauts gradés ont leur propre docteur. Alors, quand je parle de docteur, tiens, là, il est marqué qu'il était médecin. Il n'est pas marqué qu'il est docteur. Il dit que c'est un médecin qui aide un major. Alors, ça veut dire que le major, c'est en haut de la pyramide et qu'il aide le vrai docteur. Le major, c'est un nom, c'est un grade qu'on donne, mettons actuellement, à quelqu'un qui prend la retraite. Il a fait sa carrière, il était gradé, et puis on le donne, expérimenté, on lui dit qu'il est major. Ben à la fin, on dit que le médecin, c'est un major. Et lui, donc, il est juste médecin. Il n'a pas passé le doctorat. Quelqu'un qui est docteur, quand on va parler, on dit que nos médecins, c'est des docteurs, pas tous, c'est qu'il a passé un doctorat en médecine. C'est des études supérieures. Ils ne sont pas tous doctorants. Donc c'est des médecins la plupart. Donc ce monsieur-là, Roux, il a été médecin, pourquoi? Parce que soit il a passé un examen, mais à l'époque ça se faisait peu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on en avait peur d'eux. Ce qu'il y a en 1900, on commence à aller à l'école, on commence à avoir une éducation, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, c'est un moment charnière au niveau de l'éducation nationale, et on commence à faire passer des validations des acquis, de l'expérience qu'on dit des VAE maintenant. On l'avait à l'époque, et on leur a fait passer un genre de petit diplôme pour être médecin. C'est ce qui a dû se passer pour cette personne. Et donc là, on commence à avoir des gens éduqués à la médecine notamment. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'a fait le service de santé actuel de nos armées. Votre avis là, avec les lampes, les bougies, en fait, c'est pas pour l'ambiance.
c'est qu'à l'époque, on n'avait pas d'éclairage électrique, en 1885. On s'éclairait au pétrole, on s'éclairait avec des bougies, on s'éclairait avec ce qu'on pouvait, ce qui existait. Dans les maisons, c'était pareil. Alors imaginez l'infirmerie avec les lits comme ça, je dois opérer un malade sur une table d'opération, ce qui existait déjà. Et j'ai ma lampe frontale qui est à pétrole ou avec même une bougie, j'ai vu, ça existait. Et on éclaire comme ça. Les lunettes, ce ne sont pas les verres que l'on connaît actuellement, d'une pureté incroyable. On a ce qu'on peut trouver à l'époque. Et ça se passe comme ça. C'est très délicat en fait. Et en plus, je ne suis pas vraiment médecin, comme je disais. Donc, ça craint un peu. Donc, les femmes d'abord, je disais. Alors, c'est pas une seringue, c'est une seringue, c'est pas pour faire des piqûres. Une seringue de nourrissage, celle-ci. C'est-à-dire qu'au bout de la canule, je pouvais les changer. Je pouvais mettre un tube en caoutchouc qui existait, on importait déjà ça. Il était de couleur rouge, notamment les premiers. Les premiers tubeless, les premiers pneus étaient de couleur rouge. Et on mettait dans l'œsophage, on le rentrait pour pouvoir nourrir. Le gavage. Le gavage, c'était par obligation, notamment lors de la Première Guerre mondiale, ça a sauvé énormément de vies. On retrouve des petits éléments, alors ça c'est pour nettoyer l'œil, on le retrouve récemment encore, jusqu'à récemment, mes parents le faisaient, mes grands-parents. On retrouve des petites boîtes comme celle-ci, distribuées par un spécialiste en pharmacie, qui donnait des petites ampoules à cisailler. Vous avez connu ça peut-être plus jeune. À l'époque, on les coupait, on les cassait pas. On devait les avec la lime, avec une petite scie en fait. Donc les ampoules, distribuées par donc Monsieur Fraisse, et qui faisait un sirop notamment. Donc avec dedans de la cocaïne. Donc vous vous rendez compte, on se retrouve à la fin du 19e avec déjà ça. L'aspartéine, de l'agotinine, la caféine, huile camphrée. Huile camphrée, j'ai appris que c'était pour les engelures. Ça soigne les engelures. Et la morphine. Oui. Donc déjà, on retrouve ça, c'est intéressant. Les seringues en verre. Alors, est-ce qu'on les jetait? C'était jetable? Non. Pas du tout. On nettoyait, on désinfectait plus ou moins en les faisant bouillir. Mais est-ce que vous croyez qu'on opérait dans des conditions faciles en faisant tout ce qu'il faut comme protocole actuel de désinfection, de nettoyage des instruments? Eh bien non. Ça s'est connu très tard, ça. On savait qu'il y avait quelque chose. On mourait de gangrène suite aux opérations. L'opération, on s'en sortait très bien. Et dans le mois qui suivait, on mourait. Gangrène, septicémie, empoisonnement du sang. C'est impressionnant. Mais plein de choses comme ça. On se doutait, on ne trouvait pas, on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Et donc, à un moment donné, c'est lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu un virage. Un Anglais, il s'est dit, on va inventer un produit miracle, on va dire, un peu comme la javel, le Daquin. Le Daquin, M. Telkin, qui a inventé le Daquin. On le retrouve encore actuellement, c'est un antiseptique, surtout pour nettoyer les instruments de chirurgie que l'on utilise. La main, on mettait toujours un peu d'alcool à boire sur les mains. On faisait ça rapidement. Mais les outils, on les prenait où ils étaient, on les lavait plus ou moins. C'était pas vraiment précautionneux. Ces outils-là, la forme qu'ils ont, la taille, etc., sont exactement les mêmes qu'on retrouve dans l'Antiquité. On a retrouvé Herculanum, Pompéi, la trousse des chirurgiens, avec les mêmes instruments. Et on a pu, nous, archéologues, retrouver à quoi ils servaient, parce qu'en médecine, en faisant le parallèle, on a retrouvé que c'était la même fonction. On a perpétué. Et ça a continué, malgré tout. On pense au Moyen-Âge que ça s'est éteint, mais non, en fait. Ça a continué, quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 canons, 5 qui tournaient comme un revolver. 30 coups la minute. C'est un grand modèle. Alors, s'actionner avec la manivelle que l'on trouve ici. Et la régularité de la rotation faisait que la pièce ne s'enrayait pas. Il fallait surtout ne pas aller trop vite ni trop doucement pour arriver aux 30 coups par minute. Sur la petite passerelle qui est ici, vous aviez le chargeur qui alimentait la pièce avec ses munitions. Et celle-ci, ça c'est du bois. À l'intérieur de la gaine de ces munitions, doucement, ça va partir dans tous les sens. Voilà. Vous aviez de la grenaille, parce que c'était une pièce qui était faite pour tuer du personnel, c'est pas pour faire du dégât matériel. Elle avait une courte portée, puisque le canon à l'intérieur est lisse, et la grenaille se répandait en éventail comme ça sur 1000-1300 mètres, pas plus. On atteignait, quand il y avait des charges, des choses comme ça, on pouvait arroser. Donc l'association des deux personnes qui servaient la pièce en faisait son succès ou pas. S'il allait trop vite, il enrayait la pièce, elle était hors service, et c'était embêtant.
Vous avez un plastron ici qui est une pièce défensive, hein, normalement c'est un planage plus épais. Alors, vous pouvez en régler la hausse, d'accord, la porter au niveau de la hausse, dans ce sens-là, mais il fallait le manipuler pour le côté. Donc c'était une pièce à mettre dans un axe d'assaut, si on savait qu'ils allaient arriver par là, pour arroser cette porte. Mais après, il fallait bien toucher l'azimut que l'on souhaitait pour ne plus en bouger. Sinon, voilà. ça ne fonctionnait pas. Donc, là, vous avez le... il y a la charge de poudre qui était prise ici. Alors, non, ça, c'était des balles, là. C'est un rayé. Alors, ça, ce sont des petites boules de plomb. Ça se détériorait, la grenade. En fait. Ouais. C'est un canon artillerie rayé. Donc, ça veut dire que, du coup, là, ça, en fait, ça se détériorait à l'intérieur. Et en fait, c'était les balles qui étaient dedans qui étaient projetées à la manière d'une mitraillette. Voilà. D'où le viser des personnes, parce qu'en fait, ça reste des petites balles. Donc, c'est l'artillerie rayée. Et donc, vous avez une charge de poudre à peu près de cette quantité de la douille, avec une amorce. On mettait du champ, un carton en intermédiaire, et puis il était percuté comme une balle de petit calibre. Ça fonctionne de la même manière. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Ça, c'est le modèle qu'on retrouvait dans les canonnières, en fait. Nous sommes en 1885. Et donc, c'est centre de transmission. 1874, qui est d'époque. Dans la partie radio-télégraphie, donc à l'époque on avait un premier télégraphe de 1907 qui fonctionnait en filaire, donc avec une autre station plus lointaine reliée par des fils, et un modèle un peu plus tardif de 1915 qui fonctionnait en sans fil, donc un peu Wi-Fi d'époque, hein, donc avec un radioconducteur appelé cohéreur de Branly. En fait, c'est un tube à limaille avec de la limaille de fer à l'intérieur, donc c'est un tube de verre tout simple. Hein. Et Branly, pendant ses expériences, s'est aperçu qu'avec une étincelle, en fait, la résistance changeait, en fait, tout simplement. Donc, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'est une bobine de Ruhmkorff qui a été fabriquée donc, par Marconi. Modèle identique à celui du Titanic, avec l'insigne de casquette du télégraphiste du Titanic, avec le M de Marconi dessus. Voilà, donc à chaque étincelle, vous avez une onde électromagnétique qui est captée donc, par le détecteur, en fait, hein, et ensuite qui est convertie en signaux morse sur une bande de papier pour être lue par la station plus lointaine. Ensuite, vers 1920, on a eu les postes à galène. Donc c'est un petit récepteur avec une petite pierre qu'on appelle galène. C'est tout bête en fait, hein, mais c'est magique. Ça fonctionne sans pile, sans électricité, et on écoutait la radio à l'époque. Les premières radios modulées avec un micro, on va dire. Hein. Donc c'était après le télégraphe. Voilà un peu pour les explications rapides. C'est un peu technique, pas facile à comprendre quand on ne connaît pas.